quand elles ne sont pas déjà installées au pouvoir. Les droites extrêmes patientent désormais dans l'antichambre, les gesticulations de Donald Trump, de Javier Milei en Argentine, les massacres à Gaza décidés par un gouvernement israélien d'extrême droite, la guerre en Ukraine menée par Vladimir Poutine. Tout cela fait passer plus inaperçu des signaux faibles pourtant visibles. Au Portugal, par exemple, où le Premier ministre de centre-droit a renoncé il y a quelques jours à son alliance avec les socialistes et se tourne désormais vers le parti Chega. Au Japon, où le parti au pouvoir a perdu 18 sièges aux élections sénatoriales il y a quelques jours, quand le parti Sanseito, jusque la marginale, en a gagné 14. En Espagne, où l'agression d'un retraité par des jeunes d'origine marocaine a provoqué un déferlement de violence dans la ville de Torre Pacheco, sur la côte méditerranéenne. Ces extrêmes droites, on les rassemble assez vite sous la dénomination de fascisme. L'emploi de ce mot très chargé historiquement nous aide-t-il à comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Bonjour Stéphanie Prezioso. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure d'histoire à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, autrice de Découvrir l'antifascisme aux éditions sociales, ainsi que d'un texte sur les fascismes d'hier, aujourd'hui, demain, avec un point d'interrogation, dans la revue AOC, parue en juin. Et je précise, et pardon d'être un petit peu longue, mais je précise par souci de transparence que je travaille occasionnellement pour la revue en ligne AOC, mais que je n'ai pas participé à l'élaboration de ce numéro. Deuxième numéro de la revue titré Fascisme au pluriel 2.0 et qui recueille de longs textes d'analyse comme le vôtre. Ce mot de fascisme, Stéphanie Prezioso, vous l'entendez tous les jours désormais, ce mot-là ou ces déclinaisons? Oui, je pense que c'est un des mots, c'est devenu une espèce de mot totem qui, à mon avis, certaines fois est agité sans forcément que les personnes qui l'agitent se posent la question de à quoi effectivement on a affaire. Et donc c'est comme si l'utilisation du mot nous permettait de ne pas nous pencher très concrètement sur ce que nous avons sous les yeux. C'est pour ça que j'ai posé la question, celui d'hier, celui d'aujourd'hui, celui de demain. Peut-on utiliser le terme? Je ne tranche pas d'ailleurs dans l'article, mais j'essaye de mettre en relief les quelques éléments qui permettent peut-être de penser le présent à la lumière du passé. Et cet emploi aussi de déclinaison à l'infini, on parle de fascisme tardif, de fascisme préventif, de fascisme trumpiste, de fascisme fossile. Il peut être néo, post, para, techno aussi, le fascisme. Avant d'essayer de nommer cette lame de fond des extrêmes droites, est-ce qu'on l'a au moins comprise? Alors, je pense qu'il y a quelques éléments de l'utilisation, en fait. Enfin, j'ai repris des papiers, des articles, des ouvrages aussi qui sortent. C'est pratiquement impossible de suivre tous les jours. Il y a des ouvrages qui sortent en anglais, en français, en italien, en allemand, etc. sur le fascisme actuel. Donc, j'essaye de suivre les différentes analyses qui sont posées. Et chacune de ces analyses essaye de mettre en relief l'un ou l'autre des éléments qui est pensé comme caractéristique du fascisme selon l'angle de vue de l'auteur en question. Et donc, oui, ces analyses essayent de réfléchir sur des termes comparatifs, je dirais, entre le passé et le présent, ou alors sur les contiguïtés qui existent entre des phénomènes qui sont quand même fondamentalement différents. Et ils le font, alors suivant les auteurs, d'un point de vue culturel, de la crise culturelle, morale, psychologique, voilà, de la crise économique, de la crise de la représentation des systèmes politiques, de la crise des partis traditionnels, enfin, etc. Et chacun de ces auteurs et autrices essayent de relever ces éléments-là. Mais on voit tout de suite que dans la définition du fascisme, que j'appelle historique, c'est-à-dire les deux fascismes clés, le fascisme italien, le national-socialisme allemand, eh bien, il y a toujours un élément qui va manquer de la définition globale. Mais d'ailleurs, est-ce que dans les années 20-30, est-ce qu'on savait mieux ce qui était alors en train d'advenir pour qu'on lui donne ce nom de fascisme? Qui le premier d'ailleurs a employé ce mot et pour signifier quoi à l'époque? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question. C'est assez intéressant parce que le fascisme naît et lorsqu'il naît,
il ne réfère à rien de précis. Donc, il y a eu, pendant la Première Guerre mondiale, sans vouloir remonter trop haut, mais enfin, il faut quand même le dire, pendant la Première Guerre mondiale, l'Italie, la première année, n'est pas intervenue dans le conflit, et se mettent en place ce qu'on va appeler des faisceaux d'action révolutionnaire qui vont appeler le gouvernement à entrer dans la Première Guerre mondiale. Du côté des Alliés. Du côté des Alliés. Et ça va être en fait la première base de masse du fascisme, ces faisceaux d'action révolutionnaire. Et en 1919, lorsque les faisceaux de combat se créent, en mars 1919, eh bien, c'est sur cette base-là, en utilisant le même terme. Mais ça incarne aucune option politique à ce moment-là. Dans quel terreau est-ce qu'il a pris racine? Néanmoins, quel terreau politique, de quelle famille politique était-il peut-être déjà l'héritier, comment dire, plus enragé encore, même si on a bien entendu que c'est vraiment la Première Guerre mondiale et peut-être aussi une forme de culture de guerre, cette guerre qui marque les sociétés et les cultures politiques et crée peut-être aussi une forme d'habitude à résoudre les conflits par la violence, on en parlera, mais néanmoins, est-ce que ces mouvements pouvaient déjà se référer à d'autres mouvements qui avaient préexisté à la Première Guerre mondiale? Oui, c'est ce qui... d'ailleurs, il y a ce livre qui a fait beaucoup de bruit et de discussions, hein, le livre de Zev Sternel concernant le lieu de naissance du fascisme qu'il situait en France à la fin du 19e siècle. Donc oui, le fascisme se réfère, bien entendu, à des courants nationalistes, impérialistes, racistes, qui préexistaient et qui étaient bien présents avant la Première Guerre mondiale et qui trouvent dans une espèce de synthèse nouvelle du discours du fascisme italien une réactivation, une réactualisation en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors vous disiez Stéphanie Prezioso que beaucoup de livres sont écrits aujourd'hui par des chercheurs de tous horizons pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière le mot fascisme, comprendre où l'affirmer, parce que tous ne sont pas aussi précautionneux que vous. En tout cas, de l'encre a plus encore coulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pour évoquer cette montée du fascisme dans les années 20, puis son installation. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'en donner une définition précise, donc du fascisme d'hier? Oui, alors, là aussi, hein, on bute toujours sur la question de la définition. Parce que précisément, l'indétermination de sa première expression, qui est celle de l'Italie, a posé un certain nombre de problèmes pour la définition, y compris de régimes politiques, comme le régime national-socialiste, comparé déjà par les antifascismes au fascisme italien, mais qui, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est vu séparé du fascisme italien. Donc la question de la définition reste compliquée. Moi, j'aime bien cette phrase de Angelo Tasca, qui est donc exilé politique italien, l'un des fondateurs du Parti communiste, enfin bon, voilà, qui finit mal à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais disons, lui, collaborateur à Vichy. Absolument, à Vichy. Eh bien, lui, il disait, dans un ouvrage de 1938, définir le fascisme, c'est en écrire l'histoire. Parce que il existe, si je me souviens un peu de tête, il existe plusieurs formes de fascisme, scellées ou ouvertes. Il peut y compris changer et modifier de forme. Il peut s'adapter à d'autres réalités. Et donc, il est difficile d'en donner une définition précise si on ne l'ancre pas dans un contexte particulier. L'historien Daniel Bessner, aussi que vous aimez à citer, dit ceci: les choses peuvent être effrayantes, et elles le sont, sans pour autant être fascistes, elles peuvent même être plus effrayantes encore. Est-ce que le fascisme des années 20, 30, 40 est dissociable des groupes armés? Vous parliez de la création du mouvement des faisceaux qui à l'époque s'appuyait sur les arditi, les audacieux, ces troupes de choc créées à la fin de la guerre. Il y en a eu d'autres, les chemises noires bien sûr. Est-ce que ce fascisme du passé est dissociable des groupes armés sur lesquels il s'appuyait, et donc en cela peut-être pourrait ne pas être comparable à ce qui existe aujourd'hui? Ouais, si vous voulez, il y a un certain nombre, disons, prenons les traits communs. Il y a un certain nombre de traits communs sur lesquels les analystes
se penche aujourd'hui pour essayer de rendre compte de cette réalité nouvelle et effrayante, il faut quand même le dire. Voilà. Donc, dans les traits communs, il y a des éléments, disons, l'antimarxisme, hein, Donald Trump l'utilise beaucoup, hein, c'est-à-dire le fait de lutter contre les formes d'organisation qui prônent l'égalité et la justice sociale. Il y a les attaques aux droits des femmes, il y a le racisme, il y a l'impérialisme. Bon. Dans les éléments qui ne sont pas communs, il y a effectivement deux caractéristiques qui sont pour moi très importantes. La première, et qui était une des caractéristiques premières du fascisme, c'est le fait que c'est un mouvement de masse. C'est un mouvement de masse, c'est pas une petite forme d'organisation qui aurait été utilisée par le pouvoir en place pour ses propres intérêts, mais c'est un mouvement de masse qui va rassembler toute une catégorie, un certain nombre de catégories sociales, même si, disons, sa base première, ça sera ce qu'on appelle les classes moyennes. Il y a toujours un trouble aujourd'hui sur les classes moyennes, mais enfin, on peut y revenir. Bon. Et donc, il n'y a pas de mouvement de masse aujourd'hui. Il y a un électorat de plus en plus important, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans les années 20-30, voilà. Il y a un contrairement à ce qu'on en a pensé en Allemagne, par exemple. Contrairement à ce qu'on en a pensé en Allemagne, on a encore cette idée que Hitler est arrivé au pouvoir par les urnes. C'est faux, c'est pas vrai. Voilà, j'essaye de le dire toujours à mes étudiants. Donc, la question de l'électorat, de plus en plus important, mais il n'y a pas de mouvement de masse. Et la deuxième chose qui est fondamentalement différente, c'est qu'effectivement, le fascisme italien, plus le fascisme italien d'ailleurs que le national-socialisme, se constitue en tant que groupe armé. C'est un parti milice, un mouvement milice, c'est-à-dire que les groupes armés précèdent l'organisation du parti. Et ça, il n'y a pas non plus. Il y a effectivement une série de groupes qui commencent à avoir de plus en plus de membres, il faut le dire, qui font peur. Ils font peur aussi liées à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et il ne faut pas du tout les considérer comme des choses anecdotiques. Bon. Mais néanmoins, ces mouvements qui sont armés, qui font des dégâts, y compris qui frappent des gens dans la rue, juste à mort, etc., eh bien, ne sont pas les forces armées d'un mouvement ou d'un parti qui se trouve aujourd'hui au pouvoir en Italie ou aux États-Unis. À l'époque, donc, le fascisme était un mouvement de masse et les fascismes étaient des mouvements de masse, l'antifascisme aussi. Est-ce le cas aujourd'hui? On en parlera tout à l'heure, Stéphanie Prezioso, dans la deuxième partie. Alors, il y a, vous le rappelez, des groupes d'extrême droite actifs aujourd'hui encore. Le comité du 9 mai, du nom de la manifestation qui, au printemps, a rassemblé à Paris 1 millier de personnes autour de la mouvance de l'ex-GUD. 1 millier, en effet. Est-ce qu'on peut parler de mouvement de masse? Mais ça pose tout un tas d'autres questions qui avaient été soulevées d'ailleurs à l'époque. Mais beaucoup se rattachent au fascisme dans leurs gestes, les symboles qu'ils utilisent, leur façon de s'habiller, pas seulement eux aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez certains géants de la tech. Suivez mon regard. Aussi parmi des responsables politiques aux affaires. En Italie, par exemple, dans l'entourage de Giorgia Meloni, qui ne cesse de dire qu'à ses côtés, il n'y a pas de place pour les nostalgiques du fascisme, qui sont les cadres aujourd'hui du parti, qui sont encore en place et qui traînent encore des casseroles. Oui, alors, effectivement, Giorgia Meloni dit « Je ne suis pas fasciste, mais je suis anti-antifasciste », qui est en gros la caractéristique même de groupements de personnes qui n'ont pas voulu forcément rejoindre le mouvement social italien, c'est-à-dire le mouvement néofasciste né juste après la Deuxième Guerre mondiale avec le personnel politique du fascisme italien, mais qui se sont en fait rassemblés politiquement autour de cette organisation. Politiquement, idéologiquement en tout cas, même s'ils
n'étaient pas organisés au sein du mouvement social italien. Maintenant, si on regarde très, très concrètement le personnel politique autour de Giorgia Meloni, on a affaire à un personnel politique qui a des traits et des racines très fortes et dans le mouvement social italien et dans le néofascisme des années 60, 70, 80 et qui est d'ailleurs l'un des éléments, enfin qui font partie des éléments que les jeunesses de Fratelli d'Italia, donc le mouvement de Giorgia Meloni, utilisent, héroïsent, voilà. Et donc on a affaire dans le personnel politique immédiat du parti qui est au pouvoir à des groupements qui ont des racines très profondes plantées dans le néofascisme et y compris dans le fascisme italien. Juste encore une chose, le héros de Giorgia Meloni, c'est Giorgio Almirante. Et Almirante, c'était il avait fait partie de la rédaction du journal antisémite La Défense de la race en 1938. C'est un des aficionados de Benito Mussolini. C'est l'un de ceux qui créera le mouvement social italien. C'est de là que Giorgia Meloni vient. Alors si votre préoccupation d'historienne à vous, Stéphanie Prezioso, c'est d'employer des mots justes, est-ce que des dirigeants d'extrême droite aujourd'hui emploient, eux, sans s'embarrasser davantage de scrupules, des mots employés alors par les fascistes, outre le fait qu'ils bannissent l'analyse historique, puisque le mot historiquement fait désormais partie des mots prohibés dans les projets de recherche aux États-Unis qui déclenchent automatiquement le refus d'un financement? Est-ce que vous décelez dans le répertoire, le répertoire utilisé par les dirigeants qu'on pourrait qualifier d'extrême droite aujourd'hui, des mots qui empruntent à cette époque-là? Absolument. Je pense d'ailleurs avec d'autant plus de facilité que ces mots circulent un peu partout sur le net, mais pas seulement. Votre collègue parlait tout à l'heure je vais y arriver, des émissions sur YouTube, etc., etc. Donc, c'est des mots qui, en fait, sont détachés du point de vue de ceux qui les entendent, de leurs racines. C'est pour ça que je trouvais assez intéressant le livre que Olivier Manoni a écrit, qui s'appelle « Coulée brune », parce que précisément, il essayait de remettre au centre précisément ces mots qui apparaissent comme des mots un peu en liberté, vidés de leur contenu, en tout cas de leurs racines politiques, et de les remettre aujourd'hui en perspective par rapport à leur usage, notamment au sein du national-socialisme. Donc avoir toujours en tête une forme de réflexion quand on emploie ce terme de fasciste, dire autoritaire, conservateur, réactionnaire, parfois se forcer en tout cas à trouver à chaque fois les mots. Vous parlez de contre-révolution rampante. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette expression qui vous satisfasse en la matière? Alors, ce qui m'inquiète toujours dans l'usage du mot fascisme, c'est pas du tout, d'ailleurs, ce que certains me reprochent à tort, que je suis historienne et donc je veux pas comparer, etc. C'est pas du tout ça. Ce qui m'inquiète, c'est que on a affaire aujourd'hui à une situation nouvelle et je me réfère toujours aux antifascistes qui, dans les années 19, 20, 21, 22 et ce, pour les moins éclairés, jusque dans les années 30, pensaient avoir affaire à une réaction, la réaction sur laquelle ils ont toujours, contre laquelle ils ont toujours lutté. Et là, le mot, c'était réaction, typiquement, donc qu'on utilisait. Alors, moi, j'essaye de trouver des voies de sortie analytiques sur la situation actuelle. Contre-révolution rampante, ce que je trouvais intéressant, le premier à l'avoir utilisé, c'est un antifasciste italien qui s'appelle Calamandrei, qui était le père fondateur de la Constitution italienne, et qui essayait d'expliquer
qu'en fait, dans les années, et ça c'était dans les années 50, dans les années 50 déjà, il y avait une persistance à l'intérieur de la société italienne des éléments du fascisme, pas seulement du point de vue de la culture politique ou de son personnel politique, mais aussi du point de vue de ce qu'il en restait concrètement dans l'imaginaire et y compris bien sûr dans les politiques sociales, économiques, etc., qui seront portées par la démocratie chrétienne. Et donc cette contre-révolution-là, petit à petit, en fait, elle prend les traits de plus en plus, hein, moi je l'ai utilisé notamment pour parler du mouvement 5 étoiles, comme une nouvelle forme de mouvement contre-révolutionnaire, c'est-à-dire de mouvement, il n'y a pas de révolution, mais de mouvement qui va chercher à combattre toutes les organisations, les associations, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans l'imaginaire, des associations, des organisations qui luttent contre l'égalité et la justice sociale. Le poids des mots, toujours, Stéphanie Prezioso, et la pensée qui doit rester, disait le scientifique écossais Alexander Bain, un geste retenu, une parole ravalée, ce qui n'empêche évidemment pas de considérer ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de gravité. On continuera cette discussion après le journal de 8h. Vous restez avec nous. Vous écoutez France Culture, il est justement 8h. 7h-9h, les matins d'été, Julie Gacon. Nous sommes toujours avec l'historienne Stéphanie Prezioso, professeure d'histoire à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, autrice de Découvrir l'antifascisme aux éditions sociales, ainsi que d'un texte sur les fascismes d'hier, aujourd'hui, demain, avec un point d'interrogation, et vous y tenez, puisque vous posez plus de questions que vous n'en résolvez, ça n'est pas le but. C'est dans la revue AOC, la revue papier, parue en juin, le numéro 2, Fascisme 2.0. Alors, d'abord, peut-être pour saisir au vol ce que Florian Louis racontait dans sa chronique de ce concert géant en Croatie d'un chanteur ancien combattant de la guerre d'ex-Yougoslavie, dénonçant dans ses chansons ce qu'il appelle les communistes, ravivant une vision messianique de l'histoire croate. Ces succès culturels-là, que disent-ils de ce que l'extrême droite a engagé de bataille culturelle, comme elle dit, contre une certaine hégémonie culturelle? Comment expliquer que ce concept de Gramsci ait été récupéré comme ça par l'extrême droite? L'extraordinaire succès et donc le monde que ce type de concert ramène est nouveau. En revanche, ces différentes expressions culturelles du néofascisme que l'on a pu voir en Europe, en Europe et d'ailleurs aux États-Unis, à partir de, disons, des années 90, 2000, tout début des années 2000, voire 80, 90, tout début des années 2000, en fait, on voit, et on revient à l'idée de contre-révolution rampante, on les voit s'installer petit à petit dans les différents pays, alors européens, occidentaux, mais pas seulement, avec effectivement des expressions culturelles, alors les groupes de rock, aujourd'hui des émissions sur YouTube, des podcasts, etc., menés par des jeunes hommes. Je pense que c'est très important de signaler ce gap, en fait, aujourd'hui, qui est pas seulement générationnel, mais aussi entre hommes et femmes, et donc qui inscrit, si vous voulez, la poursuite d'une hégémonie culturelle sur le temps long. En fait, on le voit comme quelque chose de très nouveau, mais lorsqu'on regarde un peu à partir des années, comme je disais, 80, eh bien, cette installation petit à petit, presque sans coup férir, banalisée toujours un peu plus, eh bien, s'installe là aujourd'hui sur le fronton de la scène. Ne pas oublier, quand le Rassemblement national en France dit vouloir mener une bataille idéologique, la chercheuse en littérature Cécile Alduy rappelle que les questions à se poser en priorité, c'est une bataille idéologique contre qui ou contre quoi? Ses opposants, les valeurs républicaines, quelles sont ses armes? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement parler d'une campagne de propagande plutôt qu'une bataille idéologique qui est cette rhétorique guerrière pour nourrir une forme de storytelling d'une victoire imminente? C'est vraiment ce que cette chercheuse nous invite à penser. Comment
comment sommes-nous conditionnés néanmoins, Stéphanie Prezioso, parce que cette expression de guerre culturelle ou de bataille culturelle, maintenant, on la réemploie, y compris dans des questions à leurs auteurs, comme si de rien n'était, un petit peu comme si il était une évidence d'en parler comme ça. Comment on est conditionné par le vocabulaire des extrêmes droites? Mais en fait, je pense qu'il faut décentrer le regard des extrêmes droites et essayer de se poser la question de comment ce vocabulaire a finalement été intégré dans le discours mainstream, y compris des partis politiques dont on disait qu'ils faisaient partie de l'arc constitutionnel, il a été utilisé et donc adoubé, et y compris, pas seulement utilisé et adoubé d'un point de vue instrumental, mais je pense qu'il fait effectivement partie, pour une partie de la classe politique aujourd'hui, en Italie, en France, en Suisse, aux États-Unis, en Allemagne, voilà. Il fait partie des éléments qui sont passés en fait dans la culture. Donc, si vous voulez, se poser la question de l'usage. Typiquement, hein, la manière qui est de poser la question de la migration, de l'immigration dans les pays, ça fait partie des éléments clairs de la recherche d'un bouc émissaire, et c'est ce qui relie l'essentiel des partis dont on a parlé aujourd'hui ou des régimes politiques dont on a parlé aujourd'hui. Eh bien, vous ne voyez pas de grande différence, voire pas de différence du tout dans la manière de traiter l'immigration dans les discours de l'extrême droite que dans les discours de la politique mainstream, et y compris dans sa manière de criminaliser, rejeter, expulser l'immigration hors du corps national. Je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut se pencher, et typiquement, c'est pas seulement la droite, s'il faut l'appeler comme ça, mais aussi, on l'a vu en Italie, le Parti démocrate a aussi eu des politiques, et y compris une manière de réfléchir à l'immigration en Italie qui a intégré le discours courant de l'extrême droite. Je prends cet exemple-là parce qu'il est paradigmatique de ce discours de l'extrême droite aujourd'hui, mais qui est aussi paradigmatique de la frontière brouillée finalement entre la droite et l'extrême droite aujourd'hui. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était déjà un terreau dans les années 20, des doutes démographiques, une peur de submersion raciale, comme me semble-t-il, on disait déjà à l'époque, donc d'immigration. La façon aussi qu'ont eu les extrêmes droites de s'approprier des mots qu'on devrait pouvoir utiliser avec une forme de beauté. La liberté n'a plus du tout le même sens aujourd'hui. La patrie aussi, dont Romain Gary disait que être patriote, la patrie, c'est l'amour des siens. Aujourd'hui, ça ne veut plus du tout dire la même chose. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a un électorat pour ces partis d'extrême droite de toutes sortes. Qu'est-ce qui mobilise le plus? Vous rappeliez tout à l'heure que, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, il n'y a pas eu de grand enthousiasme populaire pour le nazisme à la fin des années 20, début des années 30. C'est vraiment une élite politique que cela a arrangé de placer Hitler au pouvoir au tout début de l'année 33, contre justement la peur du communisme, entre autres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui séduit le plus? Pourquoi est-ce qu'on vote pour ces partis? Alors, juste une précision. Sur le fascisme italien, c'est très très clair. Il n'y a pas eu d'enthousiasme, de vote majeur sur le fascisme italien. Pour le national-socialisme, il y a eu une augmentation croissante du nombre de votants jusqu'au dernier vote du Parlement, où effectivement le Parti national-socialiste a chuté en nombre de votes, ce qui a, à mon avis, précipité en fait son appel au pouvoir. Voilà, c'est juste voilà. Mais aujourd'hui, je pense que la réponse à votre question, elle se fait en
deux temps. Le premier temps, c'est de réfléchir à comment on en est arrivé là. Et comment on est arrivé là, c'est se poser la question des politiques qui ont été mises en place au cours des politiques néolibérales qui ont été mises en place au cours de ces 30-40 dernières années, des politiques qui ont poussé une majorité qui ont poussé les classes populaires dans la précarité, qui les ont aussi dessaisis de leurs droits, y compris politiques, d'affirmer des options politiques, qui les ont rejetés en fait du point de vue de comment est-ce qu'on pense non seulement le présent et l'avenir quand on coupe dans la santé, dans l'éducation, Ce qui concerne d'ailleurs tout le monde et pas seulement les classes populaires. Absolument. Eh bien, on est dans une situation où effectivement on repousse ou en tout cas la population peut avoir une sorte de méfiance vis-à-vis du système démocratique qui les a rejetés aux marges, en définitive, de ce système-là. Ça, c'est la première partie de la réponse à la question. Je pense que là où il y a crise de légitimité politique des partis en place et donc du système qu'ils sont censés représenter, eh bien là commence à se nicher la possibilité d'une option qui est antidémocratique de fait. Bon. La deuxième manière de répondre à votre question, c'est aussi la bataille culturelle. Je pense que c'est peut-être l'une des batailles, à côté de la bataille sociale et la bataille sociale pour l'égalité et pour la justice sociale, c'est la deuxième bataille essentielle. Pourquoi ? Parce que au cours de ces 30-40 dernières années, eh bien, on a brouillé dans le discours public diffusé largement sur l'histoire, brouillé les éléments clés d'une compréhension de ce qu'a été le fascisme, de ce qu'a été la lutte antifasciste, de ce qu'a été la résistance, autour de quelques grands concepts. On a souvent dans le discours opposé antifascisme et démocratie, comme si l'antifascisme n'avait pas lutté pour une démocratie réelle. Et je pense que c'est ce besoin-là auxquels répondent toute une série d'éditeurs, typiquement les éditions sociales avec leur Découvrir, qui essayent de lutter précisément sur ce terrain culturel-là, pour essayer d'ouvrir à une majorité de la population, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux, une compréhension de l'histoire et des concepts clés de l'histoire. La bataille culturelle, elle est essentiel aujourd'hui. Avec aussi tous les paradoxes et toutes les ambiguïtés des mouvements, bien sûr, si on regarde à l'échelle humaine, c'est toujours intéressant de le faire. L'historien Nicolas Guillot, professeur à l'Institut européen de Florence, revient par exemple sur l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 par des partisans de Donald Trump. Il parle de cet homme torse nu, coiffe en fourrure de coyote, corne de bison, connu sous le nom de Q Shaman, en référence à QAnon, Jacob Chansley, en l'occurrence 33 ans, originaire de l'Arizona. Et donc cet historien a relu les écrits que ce Q Shaman a publiés à compte d'auteur dans un flux ininterrompu et informel qui évoque celui de l'incontinence, dit Nicolas Guillot. Il défend des idées de gauche, des enseignants mieux payés, des soins de santé couverts pour tous les citoyens, des toits pour les sans-abri, la fin de la déforestation jusqu'à la disparition des frontières et l'élimination des prisons. Un bric-à-brac idéologique incohérent qui reflète, dit Olivier Guillot, la capacité de l'extrême droite contemporaine à absorber des répertoires contestataires progressistes et des schémas de contre-culture pour les canaliser dans une direction réactionnaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors, si on prend des points communs précisément avec le fascisme historique, le fascisme historique était aussi un parti qu'on pourrait appeler catch-all, donc qui essayait de regrouper des instances, du moins dans le discours, des instances liées, disons, à une forme de protection. Donc oui, je pense que ça fait partie de ces éléments-là. En Italie, aujourd'hui, que ce soit Fratelli d'Italia,
le mouvement 5 étoiles, avant ces quelques dernières années, avait joué aussi ce rôle de passage, en fait, d'une rhétorique qui est celle de la protection des plus démunis, enfin bon, et à la fois, et c'est les mêmes, qui jouaient sur une rhétorique contre les syndicats, contre les associations, contre les organisations de défense, pour la responsabilité individuelle, etc. Et cette contradiction-là, elle est au cœur même, en fait, de la captation d'une partie des gens. Qui, parfois, ne le font pas forcément par idéologie. Je me souviens de cette scène dans Pour qui sonne le glas d'Hemingway, donc dans l'Espagne, en pleine guerre civile. Cette scène insoutenable sur 20 pages qui décrit dans le détail la scène d'un massacre de fascistes par des républicains dans un petit village espagnol. C'est Pilar, cette femme résolument républicaine qui considère que c'était beaucoup trop cruel, trop violent, qu'il aurait fallu s'arrêter et ne pas tuer par exemple cet homme qui était fasciste seulement pour faire chic et pour se consoler d'être obligé de travailler pour pas grand-chose dans sa boutique d'outils agricoles. Vous nous expliquez tout à l'heure, Stéphanie Prezioso, pourquoi d'après vous le débat sur l'utilisation du mot fasciste est stérile parce qu'il ne permet pas de savoir pourquoi on en est arrivé là. Est-ce qu'il permet au moins une mobilisation, un sursaut, une prise de conscience? Il faut peut-être encore là trouver le bon mot. Alors, là aussi, c'est-à-dire, ceux qui l'utilisent dans les milieux, ceux qui l'utilisent essayent peut-être d'agiter un spectre pour tenter d'alerter la population de ce que, pas seulement ce qu'on a sous les yeux, mais de ce que ça pourrait devenir. Voilà, donc le caractère prédictif du terme fascisme utilisé pour dire, voilà, attention, c'est une des manières selon eux, de mobiliser la population contre les formes que prennent les formes antidémocratiques, contre le pouvoir judiciaire, contre les droits humains. Enfin bon, lorsqu'on regarde, prenons Meloni le gouvernement de Giorgia Meloni et celui de Donald Trump. Bon. Moi, je suis beaucoup plus circonspecte là-dessus, peut-être parce que précisément, je le vois d'Italie. Et d'Italie, si vous voulez, l'usage a tellement été utilisé comme épithète pour désigner l'ennemi. Tour à tour, ça a été Silvio Berlusconi, et puis après Matteo Salvini, puis aujourd'hui c'est Giorgia Meloni. Et à chaque fois, il a été utilisé pour indiquer à la population, au sens large, qu'il fallait, pour indiquer une forme de barrage à ce vote-là, quel qu'il soit. Et pour la population, ça a signifié deux choses. Ça a signifié d'abord une forme d'abstention, c'est-à-dire que finalement, comme je le disais tout à l'heure, il faut voir comment on est arrivé là, avec les politiques austéritaires depuis 2008. La population s'est retirée aussi du système politique et a utilisé l'abstention, et aussi a eu une lassitude. À chaque fois, le Parti démocrate agitait le danger fasciste, et finalement, les politiques qui étaient mises en place étaient... la population n'y voyait pas de forte différence entre l'un et l'autre. Et donc, entre la constellation large, parce que finalement, la constellation de Giorgia Meloni, c'est la même qui est là depuis 1994, à peu de choses près, j'entends. Voilà. Donc, en fait, on ne voyait pas de grande différence sur ce qui est, les conditions mêmes de vie, de vie et de se projeter vers l'avenir pour la population. Et donc, je pense qu'il est plus contre-productif, l'usage du terme, que productif. Alors pour conclure, Stéphanie Prezioso, en Italie toujours, l'écrivain Antonio Scurati avait été invité en avril à prononcer à la télévision publique italienne, dans le cadre des célébrations de la libération du nazisme et du fascisme, un discours dont les derniers mots étaient « Tant que ce mot antifascisme ne sera pas prononcé par ceux qui nous gouvernent, le spectre du fascisme continuera de hanter la maison de la démocratie italienne. » Son intervention a finalement été annulée. Alors nous ne gouvernons rien, mais prononçons-le, ce mot d'antifascisme. Si le fascisme ne se prête pas complètement à la comparaison contemporaine, alors pourquoi l'antifascisme s'y prêterait davantage? Parce que l'antifascisme n'a jamais... il l'a été pour une
très faible partie de ceux qui l'ont utilisé juste la lutte contre le fascisme, c'est-à-dire contre le phénomène né au début des années 20. Bon. Pour l'essentiel des mouvements antifascistes dans les années 30, ça n'a jamais été juste la lutte contre le fascisme. Ça a été la lutte contre ce qui a rendu possible le fascisme, et ça a été aussi un horizon d'attente, une démocratie réelle, la justice sociale, l'égalité, les droits, la bataille des droits démocratiques. Et c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui nous donne un horizon pour l'avenir. Voilà. Revendiqué par différents mouvements, l'antifascisme, et qui tous ne pratiquent pas ou ne se préparent pas à la violence. Ils sont très nombreux, contrairement à ce qu'on peut entendre Absolument. Très souvent. Je vous remercie beaucoup, Stéphanie Prezioso. Fascisme, hier, aujourd'hui, demain. Votre texte a paru dans la revue AOC, le deuxième en format papier, Fascisme 2.0, et Découvrir l'antifascisme. C'est le titre de votre dernier livre aux éditions sociales. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.